ce soir, on va pas vous parler d'Antiquité, ce soir on va pas vous parler du 19e siècle, on va pas vous parler d'Amérique du Nord, ce soir on va vous parler de l'Italie, et plus précisément d'une grande bataille qui s'est déroulée en Italie que normalement tous les Français connaissent parce que c'est la date la plus simple à retenir. Aujourd'hui, on va parler de 1515 Marignan. Ouais, exactement, on va parler de 1515 Marignan. Bien joué à vous. Et oui, effectivement, le 13 septembre prochain, c'est les 510 ans, il me semble, de la bataille de Marignan, qui est une bataille qui s'est déroulée donc en Italie, non loin de la ville de Milan, lors des guerres d'Italie, et plus précisément lors de la 5e guerre d'Italie. Une guerre qui va opposer notamment, surtout, le royaume de France au duché de Milan, et plus particulièrement aux mercenaires suisses embauchés par le duché de Milan, mais nous y reviendrons. Une bataille qui est, bon, me corrigerez si je me trompe, mais c'est un peu la bataille, c'est un peu celle que tout le monde retient, parce qu'elle est hyper simple, c'est littéralement un palindrome, mais en version date. Et j'aurais voulu qu'on parle un peu de ça dans un premier temps. Quand vous étiez gamin, ou même encore aujourd'hui, ça représentait quoi pour vous 1515 Marignan ? Aucune idée, sincèrement. Mes parents en parlaient, j'entendais des vieux qui en parlaient. Oh, 1515 Marignan. Et Ouais. je savais pas ce que c'était. Et je me disais, bah, ok, ça se mange, je sais pas. Donc ça représentait pas grand-chose en Ouais, vrai. tout pareil que Cyril, moi j'en ai aucune idée, j'avoue, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort. Pour moi, c'est même pas 1515 Marignan, c'est plutôt genre, on me dit 1515, moi j'entends François 1er, tu vois, genre, je vois les Ah ouais. tableaux, je vois les armures, Oh oui, quand même, c'est pas mal. mais la bataille en elle-même, Oui, ce qu'elle j'ai pas de souvenir particulier. Je pense qu'il y a un film où vraiment, là, ça m'a fait marrer et je me suis dit que dans la tête des Français, c'était vraiment connu, c'est Le Prénom. Ah, le prénom. Il parle de Marignan au bout d'un moment. Ah ouais Le prénom au bout d'un moment, il y a une scène d'intro où il parle de Marignan et ça m'a fait mourir de rire en fait. Film de guerre, Et là, j'ai pas vu le même prénom alors. j'ai vraiment un souvenir très frappant, mais sinon. Ok, je me souviens plus que ça parle de Marignan dans le prénom, qui est un très bon film. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez l'occasion. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'expliquer la bataille de Marignan, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, et pourtant j'ai l'impression qu'on nous a ressassé toute notre vie. Ouais, 1515 Marignan, 1515 Marignan, 1515 Marignan, François 1er, etc. à longueur de temps. Donc en fait, aujourd'hui, ça peut être un peu la revanche d'une certaine manière. Notre revanche à nous, essayer de comprendre tous les trois ensemble, puisque, rappelons-le aux auditeurs, nous ne sommes pas historiens spécialisés de la période de François Ier et spécialement des guerres d'Italie. Nous sommes des néophytes, mais nous allons quand même essayer de comprendre un peu, malgré tout, ce que c'est que cette bataille et pourquoi est-ce que finalement on la retient, outre le fait que c'est simple à retenir comme date. Et pour ça, je vous ai prévu un petit quiz. Est-ce que vous êtes chaud du quiz ? Cool. Ah, toujours chaud du Allez, quiz. go. Alors, pour répondre au petit quiz, vous avez normalement sur Discord un soundboard. Vous voyez que vous cliquez sur une espèce de petite icône qui s'appelle soundboard, et dessus vous avez un buzzer. Il y a marqué buzzer, c'est un petit corps. Est-ce que vous le voyez ? Ah ouais, j'ai jamais vu. Voilà, Incroyable. c'est normal, c'est parce que je l'ai rajouté. Si tu cliques dessus, il fera un son spécifique. Ok. On a On est en concurrence alors. Ah bah, on n'est pas obligé de compter les points, mais il y aura le côté Mais de on genre peut- celui qui répond en premier répond. Accroche-toi, Mélissa. Il y a 12 Ouais. questions, il n'y en a pas tant que ça, parce que je l'ai fait genre il y a 10 minutes, mais... Ouais, ce soir on est à ce point à l'arrache. Mais les auditeurs le comprendront, parce qu'à chaque fois que je donne les dates, il y a eu beaucoup d'enregistrements cette semaine, et il y en a certains que j'ai plus préparés que d'autres. Mais c'est pas le sujet c'est les guerres d'Italie, et plus précisément la 5e guerre d'Italie. Alors c'est un vrai ou faux notre quiz. Affirmation numéro 1. Le but de la 5e guerre d'Italie est de reprendre le duché de Milan. Alors, vas-y Ouais. Cyril, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, exactement, tout à fait. C'est son père qui avait fait le plan et il est mort avant de l'avoir Tout à fait. conclu. Exactement. François Ier est sacré roi de France le 25 janvier 1515, et directement pour suivre effectivement ce qu'avait prévu son daron, il va rassembler de l'argent pour une nouvelle expédition en vue de reprendre le duché de Milan. Duché de Milan qui avait été perdu lors de la précédente guerre d'Italie, face notamment aux mercenaires suisses en 1512. Donc bien joué Cyril. Alors, affirmation numéro 2. Ce sont les Médicis qui ont le contrôle du duché de Milan. Vas-y Cyril. Ouais, je vais laisser Tu laisses répondre, Mélissa, sans qu'elle Voilà. galère avec le buzz.
grave, je suis désolée. Non, t'inquiète. Moi, j'aurais dit faux. Ce qui semble, c'est les Sforza qui Exactement, dirigent tout à ça, fait. même encore. Tout à Exactement, fait. bravo. Merci. Tout à fait, c'est la famille Merci, Sforza. Est-ce que vous avez le nom du duc de l'époque? Si vous l'avez pas, c'est pas Ça grave. s'appelle Lorenzo, un truc comme ça. Maximilien. T'as dit un prénom italien au pif, c'est génial. Francesco Forza fut le duc de 1450 jusqu'en 1466, puis ses descendants le furent jusqu'en 1535, mais avec plusieurs interruptions dues aux occupations françaises. Et effectivement, en 1515, c'est le duc Maximilien Sforza qui est au pouvoir. Affirmation numéro 3. Le Saint-Empire et le pape vont envoyer énormément d'hommes pour aider le duché de Milan contre l'invasion française. Vas-y Cyril. Alors, il va y avoir de l'aide, mais c'est pas directement le. Donc c'est faux, je dirais. Oui, c'est faux, ouais, exactement, tout à fait. J'allais me porter dans l'expression. Vas-y, explique si tu veux. Non, mais du coup, déjà, l'Empire était pas très très au point à ce moment-là. Et c'est plus tard Charles qui va Effectivement, ouais. vouloir capturer le territoire pour lui. Et, donc c'est pas tout de suite pour ça. Déjà, c'est un peu le pape. Ouais, Et surtout, la ville de Milan qui a des petits partenariats. tout à fait. En fait, effectivement, il y a quand même une alliance symbolique entre le Saint-Empire, le pape et le duché de Milan. Le pape envoie quelques hommes, le Saint-Empire un petit peu aussi, il me semble. Mais en fait, majoritairement, c'est surtout les mercenaires suisses qui vont en fait défendre le duché de Milan ardemment. La majorité des troupes sont vraiment des troupes suisses. Affirmation numéro 4. La bataille de Marignan va opposer les forces armées italiennes contre les forces françaises. Alors vas-y Mélissa, je pense que tu as un délai par rapport à Cyril. Bah, moi, je vais te dire non, parce qu'en fait, ça n'existe pas à l'époque, les forces italiennes. Exactement, c'est un tout à pays fait. qui n'est pas unifié, c'est des sortes de cités-États, même, enfin, la France de l'époque, c'est même pas ce que nous on considérait comme étant la France aujourd'hui, donc ça n'a pas de sens en fait. Exactement, la phrase Ouais. n'a effectivement aucun sens compte tenu de l'époque en question. Après, moi, j'aurais dit oui et non, du coup. Ah, Parce qu'il y vas-y. a quand même une petite surprise sur la fin de la Ah. bataille avec des troupes italiennes. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'Italie, mais bon. L'Italie en tant que telle n'existe pas, mais oui, tu as effectivement Exactement. un gros intervenant qui débarque à la fin. Mais pas de spoiler. Et pas de spoiler, parce que ce sera dans une des questions. Ah. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de force, en tout cas au début, il n'y a pas de force armée italienne, et comme on l'a dit, c'est essentiellement des mercenaires suisses qui vont se failliter. D'ailleurs, affirmation numéro... Ah, j'ai mis 2 x 4, donc deuxième 4. Du coup, il y a 13 questions, oulala, ça va porter malheur. Avec l'accent, là, vendeur de pizza. Là. L'armée française comprend en son sein beaucoup de soldats allemands. Oui, vas-y Cyril. Alors, je dirais pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait des lance-quenets. Tout à fait, il y a des lance-quenets. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle beaucoup. Moi, je trouve que 22 000, c'est quand même pas mal. Mais après... En pourcentage, c'est pas la majorité. Pour moi, C'est- beaucoup, c'est dire la majorité. Ah oui, ça veut dire la majorité. Ok, ça marche très bien. Parce que je crois qu'il est venu avec une armée de 60 000 personnes, donc en soi, 22 000, 60 000, c'est pas dégueu. Ouais, moi je trouve ça, Ah je oui, trouve ça, non, je trouve ça ça pas aide, dégueu, hein. mais effectivement, c'est pas la majorité. Mais oui, effectivement, tu as à peu près plus de 22 000 lance-quenets allemands. T'as 2500 cavaliers lourdement armés des compagnies d'ordonnance. T'as 20 compagnies de Navarrais, basques, gascons, qui correspondent à peu près à 10 000 hommes, qui sont d'ailleurs sous les ordres d'un général qui s'appelle Pedro Navarro. T'as 8000 fantassins français, 3200 sapeurs ou charpentiers, une artillerie de 69 grosses pièces, donc des coulevrines, des serpentines. Et tout ça sous le commandement de plusieurs personnes, dont par exemple Gaillot de Genouillac, qui est sénéchal d'Armagnac. Ça fait du monde, hein. J'imagine l'énorme Erasmus que ça devait être, ce truc. C'est clair. Ça devait être quelque Personne chose, qui personne ne se comprend. comprend. C'est comme dans Kaamelott, quoi. c'est Vraiment, ça. l'armée part dans tous les Tellement de sens. langues différentes. Ça devait être le gros bordel. Aucune uniformité d'uniforme, tu sais, ils sont tous là avec plein de couleurs, j'imagine, différentes, avec plein de types d'armures différentes. Ah, ça devait être magique. Hein. Visuellement, ça va être incroyable. Ça devait être un truc de dingue. La composition était parfaite. Question suivante. L'armée de François Ier a franchi les Alpes par le même col que Hannibal lors des guerres puniques. Vas-y Cyril. Alors, il me semble que non. Parce que pour le coup, ils ont créé eux-mêmes la route pour passer le col. Tout à fait, c'est exact, bien joué. Bien que les Suisses s'attendaient à ce que les Français passent par le fameux col du Mont Cenis, les troupes de François passèrent par une route secondaire à travers le col de l'Arche. L'armée française, avec l'aide technique d'officiers ingénieurs comme par exemple Pedro Navarro, vont utiliser pour la première fois des explosifs pour élargir des chemins de montagne et franchir ainsi les Alpes en créant du coup une route secondaire. Alors qu'avant il y avait un sentier à peine praticable par les chevriers de la montagne. C'était le mont Cenis. Cenis, j'ai dit Cenis, eh ben Cenis alors. Oui. Pardon. Alors en plus, il y a pas si longtemps, j'ai vu la photo. Effectivement, c'est vrai, j'y étais il y a pas longtemps.
À l'époque, il n'y avait pas le lac, je pense, mais Ni l'église. ni l'église, parce que l'église est très moderne. Et au total, il y a quand même près de 3000 apparemment sapeurs qui vont œuvrer pour pouvoir faire passer l'armée. Et donc du coup, tu vas avoir près de 30 000 fantassins, 9000 cavaliers, 72 canons, 300 pièces de petit calibre qui vont passer à travers ce nouveau chemin, au nez et à la barbe des Suisses qui avaient prévu du coup une grosse partie de leur défense à Suse, sous le col du mont Cenis. Sacré boulot quand même, hein. Gars de faire passer Oui. une armée de 60 000 personnes avec cheval, tous les cuisiniers qui sont là pour faire la bouffe et tout, ça doit être un bordel. Ça devait être un bordel. Après, je pense qu'ils ont eu beaucoup de logistique venant de Savoie, puisque la maman de François Ier est quand même une duc de Savoie, une duchesse de Savoie. C'est Louise de Savoie. Donc Ah, je c'est pense Louise de qu'il y Savoie. avait un petit partenariat. Oui, c'est Louise de Savoie, sa maman. Donc je pense Ok. qu'elle a un petit. Un Elle petit, lui a il fait y ses avait un petit bouquets. bonus quoi. Exactement. Ouais, Tout le monde avait il son petit n'empêche, il goûter le faut être quand matin. même sacrément organisé pour faire ça, quoi. C'est Ah bah clair. comme on dit, on gagne les guerres sur le. J'ai plus le mot en tête. Sur la gestion des ressources, pas sur la bataille. On gagne Si sur t'arrives le à nous avant dominer. et pas le pendant, tu veux dire? C'est ça, oui. Et oui, donc Mon cerveau est vite, je ne trouve plus les mots. son grand-père c'est Philippe II de Savoie, c'est incroyable. Ok, je savais pas du tout. Et il a des origines très prestigieuses, François Ier. Il va absolument gagner Milan parce que c'est son arrière-grand-mère, je crois, qui vient de là-bas aussi. Je veux dire, légitimement, il peut y prétendre aussi. Enfin, il a ouais. un arbre généalogique incroyable. Hein. Après, à l'époque, il y avait 15 enfants par famille, donc rapidement, ton arbre généalogique, Ouais, il il touche finit un par petit être blindé. commune. Moi, je me souviens, je sais pas si C'est vous, vrai. je vais digresser un peu, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je trouvais que l'arbre généalogique des Valois spécialement, c'était un bordel. Il est affreux. Il est Franchement affreux. horrible. Il est horrible cet arbre généalogique. Par rapport à tous les autres là, Capétiens, Carolingiens et Bourbons qui sont ultra simples, les Valois j'en peux plus. À chaque fois que je regarde, je suis là, pourquoi c'est pas les Ah, Anglais les qui ont Valois, ça gagné me quoi. passe de partout. Hein. Vraiment. Mais bref, revenons à nos moutons, ou plus particulièrement à notre très cher François. François Ier, après avoir débarqué du coup en Italie, a tenté de faire des négociations avec les différents protagonistes avant de lancer ses troupes en direction de Milan. Vas-y Cyril. C'est juste. Effectivement, oui c'est vrai, c'est juste, tu es très très fort, dis donc. Hyper calé. Très très calé. Est-ce qu'elles vont aboutir les négociations ou pas alors? Ah. Eh bien, Elle ne non. aboutit pas, je crois. Eh non, effectivement, ça va pas aboutir. Il va essayer Si à la bataille, c'est que non. Oui, c'est vrai. T'imagines, ça aboutit, au final, il va faire « Non, mais j'ai changé d'avis, en fait. » Non, mais en vrai, ça me plaît trop, je suis désolé. Là, il va essayer de négocier avec la Confédération suisse, mais en fait, les cantons sont pas d'accord les uns avec les autres, donc ça va être le bordel. En Soum Soum, il va tenter de négocier avec le pape, mais pareil, ça va pas donner grand-chose. Donc du coup, go Milan, quoi. Donc Let's go. tout ce beau monde file vers Chenwick, tout ça. le parfait. duché. Et donc du coup, affirmation suivante. Ce sont les Milanais qui vont provoquer la bataille, ces petits vilains. Vas-y Cyril. C'est juste. C'est juste, effectivement, tout à fait. Ces idiots vont sortir des murailles alors qu'ils étaient très bien derrière. Exactement, tout à fait. Ils ont pas vu les canons ennemis, ils ont pas vu la force ennemie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il s'est passé quelque chose. En gros, un certain cardinal Schinner, craignant le départ des dernières troupes de mercenaires avant que les Français arrivent, décide de provoquer lui-même la bataille par la ruse. En fait, il va envoyer, avec la complicité secrète de certains capitaines suisses, la garde ducale et des cavaliers pontificaux provoquer la cavalerie française. Le jeudi 13 septembre 1515, aussitôt le combat engagé, les cavaliers du pape revinrent appeler les troupes suisses à l'aide. Celles-ci, du coup, se mirent immédiatement en route, donc du coup sortir de la ville pour pouvoir aller affronter directement l'ennemi. Donc en gros, c'est visiblement un gars qui s'est dit « Putain, nos mercenaires vont se casser, donc si on se fait attaquer, c'est la merde, donc il faut sortir avant que les mercenaires se cassent. » Après, c'est pour aspirer l'armée ennemie, donc ça peut être intelligent dans une certaine manière, mais bon, c'était fait avec des gros sabots, donc c'était pas Ouais. très. Peut-être qu'après, Très crédible. je suis pas stratège, mais c'est vrai que là, comme ça avait l'air d'être quand même une grosse connerie. Mais c'est toujours facile de juger 510 ans plus tard. C'est sûr. Après, les cavaliers français ont quand même donné la charge, donc clairement, ça a marché. Mais quand ils ont vu l'armée ennemie qui se repliait et les lanciers qui sortaient des murailles, ils se sont dit oh, cavalier contre lance, ça se passe mal, ça. Hein. Donc demi-tour, et donc ça servait à rien, cette sortie. Enfin, leur plan était un échec, quoi. Des fois, ça arrive. Affirmation numéro 8. La bataille continua la nuit à la lueur de la pleine lune. Mélissa, vas-y. Je dirais oui, parce que c'est une bataille qui a duré plus d'une vingtaine d'heures, un truc comme ça, je crois. Alors oui, c'est vrai qu'elle a duré très longtemps, toutefois la lune va disparaître à 23h et il va faire nuit noire. Du coup, à partir du moment où il fait nuit noire, c'est plus possible de distinguer les amis des ennemis et la retraite va être sonnée. Et du coup, après quelques instants d'hésitation, les confédérés qui au début voulaient retourner carrément dans Milan décident de tenir leur position
Et c'est comme ça que la première journée de la bataille va s'achever. On raconte d'ailleurs que, comme plus personne n'y voyait rien, le roi de France, du coup François Ier, a passé la nuit appuyé contre une pièce de canon à peu près à 90 mètres d'un bataillon suisse. Voilà ce que dit la légende, tellement on n'y voyait rien. Je trouve ça assez rigolo, je sais pas si c'est vrai, mais c'est quand même drôle. En vrai, c'est sûrement qu'il devait sûrement creuser un peu pour se mettre à l'abri. Donc, la guerre des tranchées, c'est pas arrivé en 14. Donc, Faire un déjà, peu il des faut que foxholes les- d'une certaine manière pour... exactement des foxholes, même des petits nids d'artillerie pour protéger tes servants de canon. Donc, en vrai, c'est parfaitement crédible, je pense. Puis, tu sais, il devait s'insulter en Suisse et en Savoyard, donc ça doit ressembler, quoi. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus ou moins. Hein, Question numéro 9. Au petit matin, à la lueur du soleil levant, une nouvelle armée arrive, les Vénitiens. Ils vont changer le cours de la bataille en se ralliant directement aux troupes suisses pour protéger le duché de Milan. Vas-y Cyril. C'est faux. C'est faux, tout à fait. Ce sont les Rohirrim qui arrivent. Pour se Oui, c'est ça exactement. Non, effectivement, les Vénitiens arrivent bel et bien, mais que font-ils du coup? Ils rallient le côté français, puisque c'était prévu qu'ils viennent. Tout à fait, exactement. En fait, au petit matin du 14, le combat va reprendre. L'artillerie française, commandée par le sénéchal d'Armagnac, fait des ravages, mais n'arrive pas spécialement à ralentir les Suisses. Tandis que l'aile gauche de l'armée, commandée par le duc d'Alençon, fléchit face au gros de l'ennemi, les lance-quenets encore faiblissent aussi. La bataille bat son plein, mais soudain, à 8h du matin, retentit « Marco, Marco !» Ce furent les Vénitiens, menés par Bartolomeo d'Alviano, qui arrivèrent sur l'aile, avec près de 3000 cavaliers à la tête des fantassins et des estradios, des cavaliers légers des Balkans. Et ils écrasèrent le gros des Suisses, tandis que les lance-quenets repartaient à l'assaut avec vigueur. Après avoir hurlé « À mort, à mort !» À mort. Et à 11h, les Suisses, qui avaient subi des énormes pertes, battirent en retraite vers Milan. En vrai, c'est assez épique, hein, comme... On dirait la comme- scène d'une série, ouais, c'est clair. Tout à fait, ouais, franchement, c'est On assez... dirait clairement le Seigneur des Anneaux. On dirait le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que ça fait très Rohirrim, hein, 3000 cavaliers qui débarquent là pour aller poutrer des gardes suisses. Et, Après, je trouve que je spoil peut-être un peu, mais après, le rapport, le récit de la bataille, en fait, est carrément rendu épique alors qu'il n'a pas tant été au final. Cette Ouais. bataille, c'est un peu une bataille qui a presque pas eu lieu. Alors, elle a quand même eu lieu, hein. Les morts sont là, mais c'est vrai qu'elle a été sûrement un peu moins épique, due à la présence de... Les récits j'avais écouté un truc sur ça, sur le rendu après de la guerre, c'est des années après où François il a fait en sorte qu'il y ait une bonne propagande sur Marignan avec des chansons, avec des histoires qui étaient racontées. Donc ça a dû être un show et déformé avec le temps, comme j'imagine beaucoup de batailles célèbres. Oui, c'est ça. Après Pavie, après la déculottée qui se prennent à Pavie, c'est vrai qu'ils ont eu besoin de faire un peu cette propagande. Alors j'ai vu qu'il y a un peu des rivalités. Est-ce qu'il a fait une propagande ou pas, puisqu'en vrai il était emprisonné. Mais oui, clairement la bataille est enjolivée pour que ça devienne un symbole, plus qu'autre chose. ben, vous avez répondu à la question 10 qui était la bataille est devenue un symbole à la gloire de François Ier, donc félicitations. Waouh. Vous êtes trop fort, vous arrivez à anticiper mes questions. Donc oui, tout à fait, effectivement, ouais, vous avez tout à fait raison, hein, c'est un symbole vis-à-vis de François Ier, c'est le début de son règne, grosse victoire, blablabla. D'ailleurs, petit à petit, il y a des réécritures qui se font, hein, où symboliquement les Vénitiens disparaissent un petit peu du récit, où ça devient vraiment François qui est au centre du truc de plus en plus, donc c'est effectivement un bel outil de propagande. Il y a même à un moment donné, j'ai lu que il va adouber un chevalier en plein milieu de la bataille. Enfin, Alors non, c'est pas. François oh, qui c'est se lui fait qui se adouber. fait, c'est lui qui se fait adouber, Ouais, c'est ça ça. exactement. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a En fait, tellement on sait de pas qui c'est vrai. réécritures qu'on sait plus quel est Oui, quelle est la le réalité. vrai du faux, c'est effectivement très compliqué. Mais je parlerai de ça justement. Oh, ok, intéressant. Question numéro 11. Suite à la défaite, les Suisses boudent et refusent de traiter avec la France. Vous êtes en même temps, je vais donner la parole à Mélissa, qui a eu moins l'occasion de répondre. Non, c'est faux, ils ont signé de mémoire. C'est comme ça qu'après ils ont plus voulu faire de l'ingérence, quelque chose comme ça. Tout à fait, Donc effectivement. ils l'ont signé, le traité. Tout à fait, effectivement. Ah, Le c'est traité de Genève, le 7 novembre 1515, les mercenaires suisses vont à nouveau accepter de donner leur service au royaume de France, ce qu'ils avaient refusé depuis longtemps auparavant. Donc non, ils boudent pas. Enfin, je pense qu'ils doivent faire un peu la gueule, mais... Non, au contraire, c'est vraiment un signe d'allégeance, c'est qu'ils jurent de ne plus jamais porter les armes contre les Français, et au contraire qu'ils protégeront le roi de France. Et c'est pour ça que, par exemple, à la prise des Tuileries, les soldats qui sont dans les Tuileries à protéger Louis XVI, ce sont des gardes suisses. Ah ouais, C'est les gardes je savais suisses pas qui ça. sont dans Paris. Il n'y a que des gardes suisses, un peu comme au Vatican, parce qu'ils ont juré de protéger le roi de France, parce qu'il leur a tellement mis une déculottée en 1515 que jamais ils n'iront contre sa volonté. Ils sont ultra honorables. Enfin, ils J'avoue, étaient c'est ultra hyper honorable, ouais.
Ça a bien changé, mais Ça a bien changé. D'été. Ah, c'était avant. ça c'était avant qu'ils rachètent des F-35, mais bon, ne parlons pas de ça. Suite à la bataille de Marignan, la paix durera pendant très longtemps en Italie. Vas-y Mélissa. Faux, il y a des guerres tout le temps là-bas. Ouais, exactement, il y a des guerres tout le temps. Ah, tu as dit avec tellement de... l'air tellement Quel blasé. argumentaire. Effectivement. Quand tu fais de l'histoire moderne, en fait, il y a des guerres tous les 6 mois là-bas parce que tout le monde veut revendiquer tous les territoires de tout le monde. C'est un bordel. C'est vrai. D'ailleurs, c'est déjà la 5e guerre d'Italie. Les guerres d'Italie, ça va s'arrêter avec la 11e en 1559. Et déjà là, après la défaite, enfin la victoire pardon, de Marignan, tout le monde va remettre le couvert 6 ans plus tard, en 1521. L'Italie va être le théâtre de l'affrontement d'ailleurs de 2 monarques qui se détestent, à savoir François Ier et Charles Quint. Donc il va y avoir de la castagne, la grosse En castagne. même temps, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est vrai. On adore la bataille en Italie. Franchir les Alpes, on s'ennuie à aller là-bas, c'est pas pour rien. C'est pas parce pour que rien, vraiment, c'est vraiment, on a envie. Ils ont Ah envie oui, de voir les les lacs, oliviers, tout ça. la Toscane. Manger des pizzas. Gros égos, c'est le mec de la Renaissance, lui. Et donc bravo, vous avez réussi à répondre à toutes ces questions. Unbelievable. Vous êtes beaucoup trop fortes et forts tous les deux. Est-ce que vous avez envie de rajouter des petites anecdotes sur cette bataille de Marignan ou sur les guerres d'Italie, même de manière générale? Pourquoi pas parler de la bataille en vrai? Anecdote, je sais pas, mais Ouais. je sais que la guerre a posteriori, elle a été très réutilisée par la République. Ils en ont fait un peu un roman national, c'est pour ça que là, beaucoup de Français en fait la connaissent, c'est parce que c'est regardez le royaume de France, à quel point on était super fort. C'est toujours la même chose, c'est essayer de prendre des morceaux de l'histoire et les adapter Ouais. pour qu'on te dise tout le temps que ton pays est juste génial en fait. Oui, d'ailleurs, Oui, François c'est incroyable, Ier ils sert ont bien des dans le Français, roman national aussi, ouais. Ça figure. Complètement, alors qu'en fait, la guerre, faut vraiment savoir que, genre, sur le coup, oui, en effet, il gagne la guerre et il récupère pendant à peu près 10 ans, je crois, l'autorité, la légitimité sur le territoire. Mais après, il va complètement la perdre, ce qui fait que, littéralement, tu fais tuer pas le moins de 15 000 personnes. Enfin, cette bataille a tué pas moins de 15 000 personnes pour presque rien. Il y a rien après pour le Royaume de France derrière. Enfin, c'est une bataille qui, en immédiat, ne provoque pas grand-chose. Je sais pas si toi t'es d'accord avec moi, Cyril, mais j'avais lu des choses sur le fait que le nombre de morts à cette bataille, ça a été tellement stratosphérique à l'époque que ça avait fait scandale. Ça a fait scandale ouais. parce que ça faisait depuis près de la fin de l'Antiquité qu'on n'avait pas eu une guerre aussi sanglante pour pas grand-chose. Oui, c'est ça. Alors en vrai, s'il y a eu juste la bataille de las Navas de Tolosa qui était incroyable, et puis celle en Pologne, mais bon, après c'est assez lointain. Mais c'est vrai que pour une bataille française, une bataille médiévale, normalement, c'est 5000 Gus contre 5000 Gus, donc voilà. Ouais. Alors pour eux, c'était déjà l'apocalypse, mais en vrai, c'était que 5000 pécores. Là, d'un coup, c'est vrai que tu as des armées qui s'opposent presque. Au final, sur le champ de bataille, il y avait presque 100 000 personnes. Donc on est quasiment à un stade de bataille napoléonienne, ou comme tu dis, à une bataille antique, c'est vrai que c'est incroyable. Donc c'était démentiel, alors qu'en vrai, sincèrement, 100 000 personnes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la bataille que t'as citée là? Tu l'as dit avec un accent impeccable, la bataille de Las Navas de Tolosa, Las Navas de Tolosa. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est durant la Reconquista, c'est en 1212. Là Ok. aussi, c'est facile à retenir. Ah oui, d'accord, 1212. C'est juste après la croisade contre les Albigeois, dans le Ok. sud de la France. Seule croisade qui s'est passée contre des chrétiens. Et du coup, le pape s'est dit mais juste de l'autre côté des catholiques, parce qu'il y a- Pyrénées, on a un territoire à reconquérir. Donc il a dit bon, tous les chevaliers qui sont actuellement à Carcassonne en train de tuer tout le monde, ça vous dit de traverser les Pyrénées et de continuer? Du coup, ils ont dit oui. Et du coup, ils se sont réunis après Tolède, ils se sont réunis à Las Navas de Tolosa, où les Almohades les ont attaqués. Et je crois qu'il y a eu plus de 200 000 hommes sur le terrain. Ok. Et la cavalerie franche a fait tout le taf, évidemment. Avec les arbalétriers, parce que les arbalètes tirent beaucoup plus loin. Donc voilà, une énorme bataille, qui est un énorme tournant dans les Reconquista, puisque à partir de là, l'Espagne tombe aux mains des chrétiens. Petit à petit. Mais Ok. ce n'est pas notre sujet. Tout à fait, mais intéressant toutefois néanmoins. Ok, je me permets une petite précision parce que ça dit c'est la seule croisade contre des chrétiens, c'est la seule croisade contre des catholiques, parce qu'il y a quand même Constantinople qui s'est fait raser par les croisés. Et c'était juste une halte sur la route. Ouais, mais c'était pas le C'était but pas de de la retour. croisade, c'est ça que tu veux dire? Exactement, oui. Ouais. Jamais personne n'est parti. Ah, ils voulaient prendre des vacances, quoi, voilà, c'est... Et puis, qui n'a jamais rêvé d'aller à Constantinople, profiter du soleil, aller au bazar. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.